Bonjour, mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais travailler avec vous des notions générales sur le type argumentatif. Étant donné que nous avons terminé le travail du thème de l'art, il ne nous reste que le thème de sciences éthiques. Et je crois que ce thème a été déjà très bien exploité en première et en seconde. Pour ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je trouve que je vais donner plutôt la priorité à travailler des notions générales sur le type argumentatif, et ces notions vont représenter une base ou bien, si vous voulez, une référence pour vous lors de votre révision pour la préparation aux examens officiels, Inch'Allah. Bon, le type argumentatif, comme on l'a déjà dit en classe, argumenter, c'est convaincre ou persuader pour adhérer à un point de vue. Chacun de vous a un point de vue dans la vie concernant des thèmes variés dans notre monde autour de nous. Pour que je puisse convaincre l'autre, je dois avancer mes idées, mes arguments, et la finalité, c'est de rendre l'autre, que ce soit opposant, adversaire, interlocuteur, le rendre à mon clan, qu'il adhère à mon point de vue. Et tout ce que nous vivons autour de nous, c'est de l'argumentation. D'accord? Pour cela, nous allons travailler en détail toutes ces notions concernant ce type. Je vous rappelle la différence entre convaincre ou persuader. Convaincre, c'est lorsque je m'adresse à la raison de mon interlocuteur, alors que persuader, lorsque je cherche à manipuler ses sentiments, de travailler sur les sentiments. De nature, nous sommes partagés, si vous voulez, entre la raison et l'émotion, les sentiments. Parfois, on est convaincu, il suffit de nous avancer des idées rationnelles, des données vraiment concrètes, des données objectives, des données même parfois abstraites mais logiques. On peut se convaincre facilement. Parfois, on a besoin de travailler sur les émotions, sur les sentiments pour persuader l'autre, pour le pousser à agir, à réagir, à changer son point de vue, à adhérer à un autre point de vue. Donc d'accord, aujourd'hui là, on a travaillé, j'ai travaillé sur la notion convaincre, persuader, mais là, je vais commencer à, si vous voulez, décortiquer ce que nous trouvons dans un texte argumentatif et de vous donner les pistes sur lesquelles les questions seront posées. D'abord, le premier axe sur lequel on travaille le plus, c'est le thème, parce que je dois savoir de quoi s'agit-il. Le thème, c'est de quoi je parle. Lorsque je dis l'école, c'est un thème. Lorsque je dis la nature, c'est un thème. Le crayon, c'est un thème. Le feutre, c'est un thème. Le tableau est un thème. Tout ce qui nous entoure, que ce soit concret ou abstrait, peut représenter un thème de discussion et d'échange. Le thème. Donc, il est important d'être capable d'identifier le thème pour comprendre de quoi s'agit-il, de quoi nous allons parler dans un texte. Bon, le propos, c'est ce que je dis à propos de ce thème. Je vous donne un exemple. Je prends comme thème la nature. Comme propos, je peux dire la nature est belle. Et je peux encore dire la nature est polluée. Donc, je travaille autour du même thème qu'est la nature. Ce qui varie, c'est le propos. L'un dit qu'elle est belle, l'autre trouve qu'elle est polluée. Donc, ce sont les idées que nous avançons autour d'un thème. Et c'est de quoi s'agit dans un texte, de quoi s'agit-il dans un texte argumentatif vraiment? Lorsque j'aborde un thème, par exemple, comme le travail, chaque écrivain, chaque auteur a un point de vue qui lui est propre.
Ce qui varie d'un écrivain à un autre, c'est le propos, le point de vue. Et c'est pour cela que je peux trouver des propos opposés, ce qui me mène à trouver des thèses opposées. Donc là, je peux conclure que la thèse, c'est le terme plus propos. Ce que je dis à propos de ce thème constitue ma thèse. Le fait d'avoir des propos variés, cela veut dire que je peux avoir des thèses variées. On peut se rejoindre, on peut se rencontrer sur certaines idées et ça peut être divergent ou convergent, ça dépend. D'accord. Donc le premier axe, c'est le thème. Comment maintenant vous allez avoir des questions autour de ce thème pour l'identifier d'abord. Je vais vous donner toutes les variantes possibles pour identifier sur l'identification du thème. On veut peut-être vous demander d'identifier le thème à travers la récurrence d'un mot. Comme on a l'habitude de travailler en classe, à travers la récurrence d'un mot, je le compte, le mot le plus répété constitue le thème, ce qui est normal parce que je parle à propos de ce thème. Mais ce mot récurrent qui peut être par exemple, disons, la nature. Ok? Peut-être le thème est exprimé dans ce texte par d'autres moyens lexicaux. Pour que le locuteur évite la répétition, il peut recourir à des substituts. Et ça peut être des substituts lexicaux ou bien grammaticaux. Je vous donne des exemples. Disons que le mot récurrent est, disons, la nature. Je continue avec la nature. Pour éviter de dire la nature, par exemple, je peux utiliser un substitut lexical comme cette créature divine. Si je prends la créature divine et je la remplace par le mot nature, j'ai toujours le même sens. Mais c'est pour enrichir le texte, pour rendre le texte, pour conférer au texte un côté esthétique encore et une certaine richesse grammaticale. Un substitut grammatical, je peux dire elle, la. La finalité, c'est d'éviter la répétition. Le champ lexical. Sans doute, lorsque je vais parler de la nature, je vais parler de tous les éléments de la nature. Le champ lexical, par exemple, la mer, la plage, les montagnes, etc. Là, je vais ouvrir des parenthèses pour vous parler de la différence entre le champ lexical et le champ lexical associé. Étant donné que le thème est la nature, sans doute il faut qu'il y ait les termes relatifs au thème de la nature. Mais lorsque je parle d'un champ lexical associé, là, ce champ lexical renvoie aux propos beaucoup plus. Donc, je prends l'exemple, disons, la nature. Il se peut que dans le texte, je trouve une thèse qui montre les dangers de la nature. Par exemple, je peux trouver les mots séisme, volcan, ou bien éruption volcanique si vous voulez. Éruption volcanique, tremblement de terre. D'accord? Là, ici, le locuteur a choisi de montrer les menaces de la nature qui peut bouleverser la vie de l'humanité. D'autres ont choisi de nous montrer les bienfaits de la nature. Et on peut trouver, par exemple, des termes comme la détente, le calme, la sérénité, la générosité, parce que
dans la nature, on peut trouver n'importe tous les types d'arbres, tous les types de fleurs, on peut y planter, on peut profiter de ces champs pour l'agriculture, donc elle est généreuse, il y a la fertilité. Donc ça dépend du propos. Là, ça représente une thèse et là, ça représente une thèse. Et pour cela, ça explique la présence des thèses opposées dans le même texte. Donc, voilà, donc je peux identifier le thème, je récapitule, soit par la présence de la récurrence d'un mot, soit par l'emploi d'un champ lexical ou bien des champs lexicaux associés. Le mot récurrent peut être remplacé par un substitut lexical grammatical et je peux ajouter encore, pour le substitut, je peux ajouter les dérivés. Je vous rappelle que les dérivés, ce sont les mots de la même famille. Exemple, nature, naturel, naturellement. Ce sont des mots qui dérivent du mot essentiel qui est nature. Et on peut encore trouver les dérivés, les substituts, désolé, pour les substituts lexicaux, grammaticaux. Voilà. Ça, c'est l'idée. Pour le champ lexical, donc c'est soit le champ lexical relatif directement au thème, soit les champs lexicaux associés. Bon, dans le texte ici, nous trouvons que le locuteur a avancé le thème, il a avancé son propos. Mais là, comment il va nous convaincre ou persuader? Pour qu'il puisse nous convaincre ou persuader pour adhérer à la fin du texte à son point de vue, il faut absolument qu'il suive une certaine stratégie argumentative. Par le biais de son discours argumentatif, il va arriver à sa finalité. Comme outil ou moyen qui permettent à cet auteur de nous convaincre, il y a l'emploi des arguments et des exemples. Quelle est la différence entre argument et exemple? Un argument, c'est une idée, et toute idée est une idée abstraite. Et là, il va avancer tous les arguments qui vont être en faveur de sa thèse, soit en faveur, pas en faveur, qui vont lui permettre de réfuter la thèse adverse. Donc, il va avancer des idées abstraites pour mieux valider son point de vue, pour mieux étayer sa thèse. L'argument peut être soit rationnel, soit d'autorité. L'argument rationnel, c'est toute idée avancée par l'auteur lui-même. Et il peut être puisé de n'importe quel domaine. Moi, je peux chercher, on peut trouver nos idées concernant le thème dans n'importe quel domaine. Si je parle de l'économie, certainement mes arguments vont être puisés du domaine économique. Si je parle de la santé, vont être puisés du domaine sanitaire, ainsi de suite. L'argument rationnel, c'est l'argument alors formulé par l'auteur lui-même, et l'argument d'autorité, c'est un argument qui représente une citation empruntée à une personne ayant de l'autorité. C'est-à-dire quoi? L'argument d'autorité, c'est un argument qui se distingue par si vous voulez, par une influence, un impact beaucoup plus puissant sur le texte. Comment? Lorsque je recours à une personne qui se distingue par la crédibilité, qui est crédule par tout le monde, respectée par tout le monde, là, on ne peut pas tellement réfuter l'idée. D'accord? N'importe quelle personnalité illustre, quelle personne illustre, que ce soit dans le domaine artistique, dans le domaine sportif, etc. Les arguments d'autorité, donc, sont utilisés pour conférer plus de crédibilité au discours argumentatif. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on travaille dans un texte sur le domaine médical, lorsque je prends une citation de Pasteur, là, je ne peux pas me permettre de réfuter un tel argument. Pourquoi? Parce que Pasteur est une personne illustre qui a une influence très forte dans ce domaine. D'accord? Alors, c'est ce qu'on appelle alors un argument d'autorité. Je passe de l'argument aux exemples.
lorsque on a dit que l'argument est une idée abstraite, pour qu'on puisse mieux faire passer notre idée, je cherche à la concrétiser, à la rendre plus concrète. La rendre plus concrète, c'est-à-dire je vais me baser à des données de mon quotidien, de ma vie quotidienne. Et pour cela, on parle d'un exemple qui illustre un argument pour rendre l'idée plus claire. Je donne un exemple. Je peux dire tout simplement le corona est un virus extrêmement dangereux. C'est une idée abstraite. Moi, je ne peux pas toucher le danger, le mot danger, je ne peux pas le concrétiser. Pour mieux le comprendre, je peux l'illustrer par des exemples. Lorsque je dis, par exemple, ou citons l'exemple, ou bien à titre d'exemple, il a causé la mort de plus d'une dizaine de milliers de personnes dans le monde entier. Là, je me suis basée sur un événement puisé de la vie quotidienne, et là, je peux mieux le comprendre, parce qu'il est concret. Dans ce cas-là, l'idée devient plus claire. Vous avez compris comment? Pour donc mieux clarifier, mieux transmettre le message. On parle de deux types d'exemples. Il y a l'exemple illustratif et l'exemple démonstratif. L'exemple illustratif, ça vient du verbe illustrer. Cela veut dire il cherche à clarifier, à montrer une idée. D'habitude, l'exemple illustratif est précédé d'un argument. Donc, il cherche à illustrer une idée abstraite. Alors que l'exemple démonstratif, là, lui, cet exemple joue le rôle d'un argument. Donc, son rôle n'est pas illustratif, mais plutôt démonstratif. Il cherche à présenter l'idée sous une forme concrète. Donc, c'est ça la différence. L'exemple illustratif est précédé d'un argument, alors que l'exemple démonstratif joue le rôle lui-même d'un argument parce qu'il ne cherche pas à illustrer un argument qui le précède. Donc, voilà. Si je récapitule, si vous voulez, les pistes essentielles d'un texte argumentatif, je dis qu'il va y avoir un thème, un propos. Le thème plus le propos représente la thèse du locuteur qui cherche à défendre tout au long de son texte. Pour qu'il puisse défendre sa thèse, il aura besoin de recourir à des arguments qui sont des idées abstraites qui cherchent à valider, à étayer, à soutenir sa thèse. Et pour mieux faire transmettre son message, il va recourir à des exemples pour illustrer ces idées abstraites par des idées concrètes. Tout au long de son texte, il va recourir à des substituts lexicaux et grammaticaux pour éviter la répétition, ou bien des dérivés du mot pour donner plus d'impact à ce thème. Sans doute, on va trouver un champ lexical dominant, étant donné qu'on est en train de discuter, de parler, d'aborder des idées concernant ce thème. On va trouver un champ lexical et ça dépend du texte argumentatif que nous travaillons, que nous trouvons. Soit nous allons trouver un champ lexical qui montre le thème, soit nous allons trouver des champs lexicaux associés. Les champs lexicaux associés peuvent être complémentaires, ils complètent plusieurs idées, soit opposés pour montrer les deux thèses qui s'opposent dans le texte. Cela dépend du plan suivi dans le texte. Tout cela se fait pour arriver à la fin à l'adhésion. Mais je reprends un petit peu ici. On a dit que le locuteur va recourir soit à chercher une voie rationnelle pour convaincre en s'adressant à la raison, soit une voie basée sur les sentiments émotionnels plutôt pour persuader. Mais la finalité est la même, c'est l'adhérer à son point de vue, l'adhésion. Pour arriver à l'adhésion, encore le locuteur va recourir à multiples moyens. C'est ce que nous allons appeler les
modalisation, ou bien la modalisation, et nous allons travailler dans la modalisation plusieurs points, ce qui va nous faire partie de notre cours pour la prochaine fois.